Bienvenue dans votre émission, mesdames, messieurs, le Talk. Une émission consacrée au décryptage et à l'analyse des actualités socio-politiques qui ébranlent le Mali. Depuis l'insurrection sécessionniste de 2012 au nord du Mali et le coup d'État qui lui succéda, la situation au centre et au nord ne cesse de se dégrader. L'instabilité politique et sécuritaire est désormais persistante. Malgré la signature de 2 accords de paix entre les différents protagonistes à Ouagadougou en juin 2013 et à Alger en 2015, prévoyant entre autres le retour des autorités maliennes, des zones entières du pays demeurent sans présence étatique. L'activité des groupes armés, indépendantistes ou pro-gouvernementaux est toujours intense et la situation se dégrade fortement au centre, notamment dans la région de Mopti, de Badiagara et de Ségou, faisant craindre une déstabilisation à long terme. La violence s'intensifie dans ces régions et vient s'ajouter à la menace terroriste qui se propage et aux activités criminelles qui prospèrent. L'existence même du Mali devient une question impérative. Quelles sont les causes de cet effondrement sécuritaire? Pourquoi, malgré la présence des forces étrangères avec une logistique imposante, l'État malien n'arrive pas à s'en sortir? Que faut-il faire pour stopper cette dégringolade sécuritaire au centre du pays devenu aujourd'hui l'épicentre des violences inouïes? Je reçois pour en parler ce soir Monsieur Yagama Tembeli, professeur de l'enseignement secondaire, historien, homme politique, ancien député et coordinateur régional du mouvement Benkan. Honorable Yagama Tembeli, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Honorable, selon vous, quelles sont les causes profondes de l'insécurité au Mali? Merci, Monsieur Deveau. Permettez-moi d'abord, avant de répondre à cette question, de faire un rappel historique. Un rappel historique, on ne peut difficilement parler des causes de l'insécurité au Mali sans parler de la chute du régime libyen, de la chute de Mohamed Kadhafi. L'insécurité au Mali peut être considérée comme étant un des effets collatéraux de cette chute du régime de Mohamed Kadhafi. Ce n'est pas l'insécurité au Mali. La chute du régime de Kadhafi a eu comme conséquence une insécurité généralisée au niveau de toute la sous-région Sahel occidentale. Donc, l'insécurité au Mali, je vais dire que ça tire sa source des dérives de la chute du régime de Kadhafi. Merci, honorable, pour cet éclaircissement. On savait que la crise libyenne a favorisé la circulation des armes. Tout à fait. Et en 2012, on a observé la descente des rebelles Touaregs au nord du Mali. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi parler de la corruption endémique au sommet de l'État malien en 2012 là? Est-ce qu'on ne peut pas parler de la corruption? Oui, tout à fait. Parce que quand le régime de Kadhafi chute, et parce que le régime de Kadhafi a chuté, et puis cette chute a coïncidé, est venue sur un terrain qui lui est vraiment favorable. Au sommet même de l'État, déjà en 2012, il y avait la corruption généralisée. L'État pratiquement n'existait pas. Il y a eu donc des facteurs favorables qui ont fait que toutes ces armes qui sont sorties de la Libye, alors sont venues. On a connu au Mali ici, en 2012 et bien avant 2012,
des trafiquants, des narcotrafiquants. L'ex-président en a parlé. Tout le système était corrompu. Donc, ce qui veut dire que les frontières ne sont pas bien surveillées. Il n'y avait même pas de frontières. Il y avait la porosité des frontières, tout à fait. Je suis très d'accord. Il y avait la porosité des frontières. Le Malien Blanda savait que les avions venaient. Mais cette situation a été favorisée par le fait que nous-mêmes, au Mali, ici, nous étions tout à fait corrompus. Merci, l'honorable. Et après la chute du régime de ATT, le coup d'État qui a précédé la descente de rébellion, l'opération militaire française Serval a freiné l'hémorragie de la descente des groupes armés vers le sud. Et plus tard, cette mission a été remplacée par la force Barkhane, qui compte 5000 soldats avec des logistiques sophistiquées pour lutter contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, le constat est amer. Les actes terroristes propagent et les forces étrangères et les forces maliennes n'arrivent pas à anticiper la grande majorité des attaques meurtrières. Pourquoi? Et qu'est-ce qui, selon vous, entraîne cette léthargie d'action, d'anticiper ces situations meurtrières? Et vous savez, M. Deveau, il est très très difficile qu'un pays, un État, qui se dit souverain, depuis 60 ans, compte sur l'extérieur, compte sur un autre pays pour sa propre sécurité. C'est très très difficile. Ce n'est pas la Serval qui va venir, ce n'est pas Barkhane qui va venir sortir nous, Maliens, de cette crise. Eux nous accompagnent. Nous devrons faire l'essentiel. Nous devrons faire l'essentiel. Moi j'ai un contrat. Je n'ai pas envie que ce contrat finisse. Je joue pas. Je joue pas. C'est humain. Et c'est comme ça. Donc, on devait travailler peut-être avec les forces étrangères, mais ne pas trop compter sur ces forces selon plus vous. Que nous-mêmes. Donc, si je comprends bien, ces derniers temps, il y a l'agence Reuters. Oui. Qui a donné une information sur un probable accord de l'État malien avec des mercenaires russes qui devaient arriver. Ces mercenaires russes du groupe de sécurité privée Wagner seraient chargés de former les soldats maliens et aussi, n'est-ce pas, sécuriser les autorités maliennes, ce qui a provoqué le courroux à l'Élysée. La ministre française des Armées, Florence Parly, a réagi par ces termes, je cite, la conclusion éventuelle d'un accord entre la junte au pouvoir à Bamako et la société russe privée Wagner serait extrêmement préoccupante et contradictoire avec l'engagement militaire de la France au Sahel. Donc, selon ce que vous avez dit, pensez-vous que si cet accord devient effectif, l'État malien sortira de ce tourbillon terroriste ou bien il n'y a pas une nécessité de faire appel à d'autres partenaires pour la lutte contre le terrorisme? Pour la lutte contre le terrorisme, je disais tantôt, un État doit compter d'abord sur son armée. Pas sur une force étrangère. Encore moins des mercenaires russes. Ce n'est pas parce qu'ils sont russes, c'est parce qu'ils sont mercenaires. Mais honorable, on a vu l'efficacité de ces Russes-là en Libye, en Syrie, et notamment en Afrique, en Centrafrique. Est-ce que vraiment l'armée malienne seule est capable? Non. Est-ce que nous ne devons pas accepter, n'est-ce pas, l'arrivée de ces formateurs-là, au moins pour former l'armée malienne et aussi sécuriser, n'est-ce pas, les autorités maliennes? L'armée malienne est suffisamment formée. Ah bon? Oui. Les premiers responsables, aujourd'hui, de ce pays sont formés en Russie. Nous sommes d'accord. Beaucoup d'hommes politiques sont formés en Russie. Les 80% des Maliens qui sont aujourd'hui, de l'armée qui sont aujourd'hui au pouvoir, sont formés en Russie. On signe un accord, un protocole avec des Russes, des mercenaires russes, pour venir former les militaires et sécuriser les dirigeants. Et nous autres qui ne sommes pas les dirigeants.
Qui va nous sécuriser, nous? On prend l'argent du pays. Se pose. On prend l'argent du pays à coups de milliards. On dit formez-nous et sécurisez-nous. Sur le dos du contribuable malien. Mais il s'avérait que si, hein, parce que le gouvernement malien n'a pas confirmé cet accord, oui. Mais il paraît que dans le contrat, oui. Il y aura, n'est-ce pas, la lutte contre le terrorisme parallèle aux forces armées étrangères qui sont là. Ils vont travailler ensemble avec les forces maliennes. C'est malheureux qu'un pays souverain dise que, bon, je n'ai pas pu, je dois signer un accord avec des mercenaires étrangers pour venir assurer la propre sécurité. Où est le sens de la souveraineté? Vous avez parlé tantôt de la Centrafrique. Est-ce que le Centrafrique a la paix? Ce n'est pas, c'est vrai, on a dit que rien n'est officiel d'abord. On a dit que ces mercenaires russes seraient venus et après étude, on va avoir 6 mois et puis dans 6 mois, c'est fini. Mais on peut venir tuer tous ces djihadistes qui sont là. Est-ce que tuer les gens, gagner une guerre, c'est gagner une paix? Je ne pense pas. Je ne pense pas que gagner une guerre soit gagner une paix. Alors, ok. Nous avons bien compris. Donc, votre position est très claire. Ma position est très claire. Ce n'est pas la peine que l'État malien signe un accord avec des partenaires étrangers oui. Dans la lutte contre le oui. terrorisme. Tout à fait. Tout à fait. Ah, d'accord. Et maintenant, comment lutter contre l'insécurité au Mali? Pour vous? Oui. Est-ce que la solution doit être politique ou bien on doit chercher une solution militaire? Les deux. Les deux. Les deux. La solution, elle peut être politique, par endroit, elle peut être militaire. Par endroit? Par endroit. Elle peut être militaire. Au centre, par exemple. Donc, au centre, vous prenez une solution politique? Militaire. 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 Donc, si vous optez pour le centre, n'est-ce pas, une solution militaire, la fois passée, le vendredi dernier, le 1er octobre, vers 0h, le colonel Sadio Camara a réceptionné 4 avions et 4 hélicoptères de combat venant de la Russie pour, n'est-ce pas, appuyer ou renforcer, n'est-ce pas, la sécurité ou bien pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Donc ça, c'est déjà un atout. C'est déjà un atout si c'est des avions qui font la guerre. C'est un atout si c'est des avions de guerre. Mais ce sont des avions de guerre, on a vu, n'est-ce pas? Si c'est des avions qui vont faire la guerre. Ah, donc, c'est probable que l'État malien achète des avions pour ne pas faire la guerre. Pour ne pas faire la guerre. Ne pas faire la guerre. C'est possible. Apparemment, cet État n'a pas envie de faire la guerre. Vous nous expliquez un peu? Je vous explique. Oui. Au centre, nous sommes au centre. La première mission, il y a 2 ou 3 ans de cela. Je crois bien que c'était en 2019. Commandité par la primature. À l'époque, c'était Soumeilou Boubé qui était Premier ministre. Accompagné des fils de la région, des anciens ministres, des nouveaux ministres, des responsables au plus haut sommet de l'État, des opérateurs économiques qui sont venus rencontrer la population de Bandiagara. Oui. À la préfecture, le préfet était là, le représentant de l'État. Nous autres partis politiques, nous avions été invités. Les leaders religieux, la société civile, les notables, tout le monde était là. Ils ont posé le problème comme étant un problème intercommunautaire. Alors, ils ont dit, excusez-moi, ils ont dit, nous sommes venus de Bamako, nous sommes venus rencontrer les communautés en conflit, Dogon et Peul, pour que vous vous entendiez. Dans la salle, il n'y avait aucun Peul.
j'étais la première personne à intervenir pour dire, messieurs les frères, monsieur le ministre, je refuse de croire que cette guerre, que ce conflit que nous sommes en train de vivre au centre soit un conflit intercommunautaire, soit un conflit de Dogon contre Peul ou de Peul contre Dogon. La preuve est là aujourd'hui. La preuve est là. Qu'est-ce qui se passe? J'avais souhaité que l'avenir me donnait tort. Et l'avenir m'a donné raison. Qu'est-ce qui se passe? L'État n'a pas envie de faire la guerre. L'État n'a pas envie d'intervenir. Et on trouve des arguments techniques en disant que c'est le Dogon qui est opposé au Peul, c'est au Peul qui est opposé au Dogon. Et on trouve les moyens, on pense trouver les moyens nécessaires, les arguments pour ne pas intervenir. Parce que tantôt quand on va intervenir, soit on va aller tuer des Peuls qui sont des Maliens, soit on va aller tuer des Dogons qui sont Maliens. Et on vient, on dit entendez-vous. Et chaque fois qu'on dit entendez-vous, le Dogon est là, mais le Peul n'est pas là. Donc un esprit réfléchi, c'est que cet État n'a pas envie de faire la guerre. C'est pourquoi je dis l'arrivée de 4 ou de 5 avions, hélicoptères russes, ne me rassure pas que ces gens aient la volonté de faire la guerre. Il y a une mauvaise volonté politique de résoudre le problème, surtout au centre. Mais quand, selon votre analyse, vous êtes convaincu que l'État ne veut pas faire la guerre. Mais quand nous prenons, n'est-ce pas, la charte de la transition, oui. Dans son chapitre 2, l'article 2 qui constitue les missions de cette transition, le premier point même, c'est le renforcement, n'est-ce pas? C'est le renforcement de la sécurité sur l'ensemble des territoires. Alors, comment on peut renforcer la sécurité sur le territoire si l'État ne s'engage pas, comme vous avez dit au centre, ou une option militaire? Donc, je crois bien que... Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas leur engagement. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent au pouvoir, ils ont envie de dire « je vais faire ça, je vais faire ça ». Est-ce que tout ce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de le faire? Ou ils l'ont fait? Et aujourd'hui, ils ne sont pas en train d'aller vers ça. Je viens au pouvoir, je m'engage à faire ceci, je m'engage à faire cela. On écrit, on dit c'est la charte. Au moment où je venais, peut-être que j'avais la bonne volonté. Mais je me rends compte que je suis incapable. Mais on pourrait dire qu'avec l'achat de ces avions, ils sont engagés. Non, l'achat de ces avions n'est pas une garantie d'engagement de lutter contre le terrorisme au centre. Je ne crois pas. Donc vous devez voir l'utilisation de ces avions, les frappes aériennes contre les terroristes, les frappes aériennes, les frappes terrestres, oui, avant de croire que réellement c'est un engagement. Donc est-ce que aussi c'est pas aussi cette attitude de ne pas avoir confiance sur l'État, les autorités maliennes, est-ce que ça aussi ça ne constitue pas la propagation de l'insécurité? Parce que si nous prenons l'arrivée de la fois passée de professeur Mohamed Lamine Haïdara au niveau du pont qui était saboté sur la route nationale numéro 15 la fois passée, en compagnie avec le représentant de l'ONU, de MINUSMA, au Mali. Il a parlé de la coordination, ou bien, n'est-ce pas, le lien qui devait être entre la population et l'armée malienne pour donner des renseignements afin que l'armée malienne puisse faire son travail. Parce que si ces gens-là viennent saboter les ponts, font des attaques, ils prennent des routes pour repartir. Donc, est-ce que... Ils ne prennent pas des routes pour partir, ils prennent une seule piste pour partir. Vous avez parlé de l'attaque du pont. Au moment où on attaquait le pont, moi j'étais chez moi à la maison, devant ma porte. Vous attendez le bruit? Avec les maires, nous étions tous là, on a entendu le bruit. La détonation? On a entendu la détonation et je suis à 30 km, je suis à 45 km de là où il y a eu la détonation. Et la détonation a eu lieu à peu près à 25 km de séparés.
Oui. Où il existe une base militaire. Nous avons téléphoné. Nous avons téléphoné partout pour dire de quoi il s'agit. Et c'est les militaires qui sont avec nous, qui vivent avec nous, qui nous appellent la nuit pour dire que Mangano Kerademounebe. On ne peut pas comprendre. Si la RN5, on sait qu'ils ne prennent pas par la RN5, ils ne sortent pas par la RN5. Hein. Ils rentrent par Degueméré et ils sont vers Diallo, dans la commune de Pignari. Tout le monde le connaît. Alors s'il y a des avions, il n'y a qu'à lever les avions. On espère bien. À partir de 25 km. Pour dire que bon voilà, ils sont là. Et au même endroit. Tous les jours au même endroit. Donc pour moi, il y a une mauvaise volonté. D'accord, donc c'est la mauvaise volonté. C'est la mauvaise volonté. Donc, bon, mais est-ce que vous n'allez pas accorder de crédit à cette nouvelle équipe dirigeante, la transition, hein, vous l'accorder un peu de temps pour voir ce qui va se passer, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, vous avez parlé un peu du centre. On sait que le centre du Mali était resté longtemps à l'écart des rébellions armées du Nord. Mais dites-nous, comment peut-on expliquer le retournement de situation et aujourd'hui la population du centre ne peut même pas dormir sur ses deux oreilles? Aujourd'hui, le centre est resté longtemps à l'écart de toutes les rébellions qui se sont succédées au Mali de 60 jusqu'à maintenant. Et même à la date d'aujourd'hui, je ne crois pas que le centre, qu'au centre qu'il existe une rébellion. Il n'existe pas une rébellion. Il n'existe pas un groupe qui lutte, des Maliens qui luttent contre le pouvoir. Ça n'existe pas aujourd'hui au centre. Il y a des groupes qui défendent leur population parce que l'État est absent, parce que l'État est incapable d'assurer la sécurité de ses propres citoyens. Quand les gens sont fatigués, l'État n'est pas là. Il n'y a personne. Il n'y a qu'à voir. Cet État n'est pas là. C'est vrai ce que vous avez dit, parce qu'on observe, même si on prend Badiagara, là où nous sommes, on observe la fuite des agents de l'État, les préfets, les sous-préfets, les préfets ne sont pas là, les maires ne sont pas là, les enseignants ne sont pas là, les écoles sont fermées. Donc, ce qui laisse un vaste territoire, voilà, à ces gens-là. Mais ceux qui sont là sont en train de défendre leur propre population, mais jamais, à aucun moment, ils n'ont dit que nous voulons notre indépendance ou nous voulons lutter contre l'État, donc ils ne sont pas des rebelles. À présent, le centre n'a pas connu de rébellion, à ma connaissance. Donc ces groupes armés qui s'activent au centre, ce n'est pas contre l'armée, l'État malien? Non, ce ne sont même pas des groupes armés. C'est des groupes d'autodéfense. Et les groupes armés, c'est les djihadistes qu'on envoie. On envoie, vous dites? Ah, bien sûr. Ce n'est pas des peuples maliens, je te dis. Ce n'est pas des peuples maliens. Moi, je suis de ce centre. D'accord. Vous avez des preuves? J'ai des preuves. J'ai des preuves. J'ai parlé avec un djihadiste. Parce qu'un des fils, un de mes frères a été capturé par des djihadistes qui l'ont tué. J'avais son numéro. J'appelle. Et c'est le djihadiste qui l'a tué, qui a toujours son téléphone. Il me dit que nous l'avons tué. Je communique avec eux. Je ne l'ai pas vu, mais je communique avec eux. Je parle couramment Peul, comme le Dogon. Quand je parle Peul, tu vas penser que je suis Peul. Quand je parle Dogon, tu sais que je suis Dogon. Mais le Peul avec qui je parle, je sais que ce n'est pas un Peul malien. Parce que je connais le Peul malien. Je connais le langage du Peul malien. Mais quand le professeur Mohamed Lamine Haïdara parlait que ce sont les Maliens qui luttent contre les Maliens. Oui. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec ce que vous dites maintenant? Non. C'est comment tu peux comprendre que les Maliens luttent contre les Maliens. C'est ce que je viens de dire. On oppose les communautés. Parce qu'on ne veut pas faire face aux djihadistes.
que c'est les Maliens entre eux. Un État qui a été attaqué dans son fondement par des djihadistes, par des forces étrangères, plus fortes que lui. Comme cet État, il n'a pas la volonté de faire la guerre. Il n'a pas peut-être la compétence de venir à bout de ces djihadistes. Alors on trouve l'argument pour dire, bon, Dogon Peul, entendez-vous. On vient, on les réunit dans une salle. Les Maliens ne luttent pas contre les Maliens. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt un groupe de Maliens va lutter contre les Maliens? Vous voyez comment on grille les prisonniers. Vous voyez comment on tue les animaux. Vous voyez comment on les enlève. Tous les jours. Nous sommes comme dans un État sous embargo, aujourd'hui, ici, au centre. Oui, oui. Ce n'est pas les Maliens qui luttent contre les Maliens. Donc pour vous, ce sont des forces étrangères? C'est des forces étrangères. C'est des djihadistes qui attaquent le Mali. L'État malien, incapable de se défendre. Donc la solution, c'est la guerre? La solution ne peut pas être la guerre. Okay. Mais... La solution va être une solution politique et une solution militaire menée par les Maliens eux-mêmes d'abord. Pas croiser les bras et dire, eh bon, il faut nous amener la Russie, il faut nous amener la France. Il vaut mieux d'avoir affaire à un impérialiste que d'avoir affaire à deux. C'est ça. On vous comprend bien et on comprend votre position, l'honorable. Vous êtes au centre, vous êtes natif du centre, et vous étiez là dès le début de cette rébellion, cette insécurité, et au fur et à mesure, cette insécurité a pris de l'envergure, et surtout, le centre maintenant, ça a provoqué aussi le déplacement, n'est-ce pas, de la population. Et vous avez parlé tout de suite de la fermeture des écoles. Oui. Alors, la situation la plus critique à observer au centre du pays, oui, où le taux d'écoles non fonctionnelles à la suite de cette insécurité sont plus élevés, notamment dans le secteur de Uaru. Oui. On a quelques chiffres ici, 84%, oui, et dans le secteur de Douanza, 64%, oui, à Ténékou, 61%, oui, et dans le secteur de Badiagara, près de 96 écoles sont rester fermé durant l'année scolaire 2020-2021. Oui. Et bientôt la rentrée académique 2021-2022. Oui. Honorable, dites-nous, que faut-il faire réellement pour remédier à cette situation, pour rouvrir les écoles, ou bien faut-il sacrifier l'avenir de ces enfants sur l'autel de l'insécurité? Ok. Permettez-moi d'abord de faire une observation. Il y a une différence entre le taux, le pourcentage ou le nombre d'écoles, de salles de classe, si vous voulez, fermées à Ténékou, Uaru, et ici au plateau. Ténékou, Uaru, c'est des cercles qui ont une culture beaucoup plus coranique que l'école classique. Généralement, ces cercles ou ces villages, où les ressortissants, les enfants de ces villages, ils n'aiment pas cette école classique. Comme nous ici. Même s'il y a la sécurité. Même avant ça. Moi, j'ai travaillé à Ténékou. J'ai travaillé à Uaru. Les gens nous ont dit, eh ben, on veut des salles de classe. J'ai élaboré des PDC, des plans de construction, voilà, de développement socio-économique pour les communes. Oui. Il y a des classes qui n'ont même pas 2 élèves, des salles de classe qui n'ont même pas 2 élèves, qui n'ont rien à voir avec l'insécurité, parce qu'ils n'aiment pas, ils préfèrent aller à l'école coranique. Ils préfèrent aller à l'école coranique. Aujourd'hui, pour revenir à votre question, il ne faut pas sacrifier ses enfants. Il ne faut pas sacrifier ses enfants, il faut que l'État malien prenne ses responsabilités. Il n'y a que la seule solution. Ce n'est pas les mercenaires qui vont venir faire la guerre dans les villages. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils ne viendront pas pour ça. Ils viendront pour sécuriser le régime, pour sécuriser les dirigeants, pour leur donner une formation qu'ils ont déjà reçue. Ils ne viendront pas dans les villages. Il ne faut pas que les Maliens se leurrent. Ils ne viendront pas pour ça. Ils ne viendront pas en 6 mois dire que bon, c'est fini, on peut voyager partout. Pelé Dogon, vous n'allez plus vous faire la guerre. Ils ne viennent pas pour ça.
Il ne faut pas sacrifier ces écoles, il ne faut pas sacrifier ces enfants. Il faut que cet État s'organise et que cet État dise, il appartient, il est de ma responsabilité de mettre fin à ça et il faut qu'il s'assume. Donc l'État doit déployer, n'est-ce pas? L'État doit déployer des militaires, les forces qui sont déjà formées, qui existent en quantité et surtout en qualité, qui peuvent faire face ici à ces djihadistes qui sont là. Donc c'est le déploiement là qui est la solution? C'est le déploiement qui est la solution. Pour mettre en confiance les élèves, et les enseignants et la population. Et merci l'honorable pour cet éclaircissement. Merci. Et aussi une autre conséquence qui émane de cette insécurité au centre surtout, sont des conséquences humanitaires. Humanitaires parce que les attaques de villages ont entraîné des tueries, des enlèvements et la destruction des champs et des greniers, du vol des bétails, comme vous l'avez dit, sont des conséquences humanitaires que nous vivons, n'est-ce pas, dans le centre du Mali. Alors, si on prend même Bandiagara, on voit les déplacés qui sont, n'est-ce pas, aux logements sociaux, on les a accueillis là-bas, mais eux aussi, ils ont besoin de retourner, n'est-ce pas, dans leur village. Et parce qu'il est difficile de se sentir mieux ailleurs que soi. Alors, honorable, comment pensez sauver ces sinistrés de ce bourbier? Merci. Ces déplacés, moi je vis tous les jours avec eux. Aujourd'hui, j'ai partagé le repas de midi avec certains d'entre eux. J'ai été le premier à Bandiagara ici à loger le premier village déplacé. Ils étaient 200 et quelques personnes. J'étais obligé de déguerpir tous les gens qui habitaient au siège de mon parti pour leur dire venez loger ici. Et ils ont logé, ils sont 200, ils étaient 224. 224 réfugiés. Ils ont logé dans le siège de mon parti. À Bandiagara ici? À Bandiagara ici. À l'époque, c'est le RPM qui payait le siège. Oui. Ils ont logé ici. 224. J'ai vu leur souffrance. Ils ont envie de retourner. Mais ils ne peuvent pas retourner. C'est ça le système des djihadistes. On renvoie on attaque les villages. Les djihadistes n'attaquent pas les villes. On attaque les villages. On pousse tout le monde à venir vers la ville. On pousse tout le monde à venir vers la ville. Sachant bien que quand tout le monde va arriver à la ville, il y a des problèmes. Et il y aura des problèmes. Mais ces réfugiés-là ne peuvent pas, l'honorable, rester éternellement sur ce territoire. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'entre eux qui veulent retourner. Donc, il faut forcément trouver une solution, n'est-ce pas, pour les faire retourner, s'installer dans la quiétude là où ils étaient. Une fois que le conflit a éclaté, certains ne peuvent plus retourner. La cause? La cause parce que certains ne sont plus là. D'accord. Je te donne un exemple. Je connais pas mal de villages qui se sont déplacés du fait de l'insécurité de leur village dans la ville de Bandiagara ici. Et aujourd'hui, ils ne sont plus à Bandiagara, certains sont à Bamako, certains sont à Abidjan. D'accord. Ils sont partis. Aujourd'hui, même quand l'État prend toutes ses responsabilités pour dire, bon, les villageois sont sécurisés, et tous ne pourront pas venir. Et la solution, comme j'ai dit, la solution est que l'État s'assume. Mais l'État, c'est vous. L'État, il y a des responsables. Je fais partie de l'État. Voilà. Mais je n'assume pas de fonction de responsabilité. Ce n'est pas l'individu malien. En disant l'individu malien, on partage la responsabilité. Alors qu'il y a des responsabilités. Il y a des responsables. Mais la responsabilité doit être partagée quand même. La responsabilité doit être partagée, mais pas à part égale. D'accord. Mais quand ça ne va pas, pourquoi on fait un coup d'État? Pourquoi on ne vient pas m'attraper à Bandiagara pour dire, bon, Yagama, toi, tu es aussi responsable, tu as une part, pourquoi on ne m'attrape pas? On ne m'attrape pas parce que je ne gère pas. On doit attaquer le sommet. Voilà. Il y a des gens qui ont la responsabilité de sécuriser ce pays,
Il y a des gens qui ont la responsabilité de garder les biens du pays. Il y a des gens qui ont pris des engagements, qui ont signé pour dire je vais vous sécuriser. Payez-moi l'impôt. Payez vos taxes. C'est eux les responsables. Mais quand on dit l'État c'est toi, c'est moi, c'est mais c'est bien beau. C'est bien beau que je fais partie de l'État, mais ce n'est pas moi l'État. Ce n'est pas moi le garant de la sécurité des populations. Ce garant, il est là. Il est là. Oui. Donc, ce garant devait faire son travail. Ce garant devrait faire son travail. Et donc, ça se trouve au sommet. Et il refuse de faire son travail. Il refuse. Oui. Vous êtes toujours dans ce sens. Oui. Il refuse. Mais c'est ça. Vous constatez. C'est un constat. C'est un constat. C'est un constat de tout le monde. Alors, l'honorable, Oui. Le Premier ministre de la Transition, Oui. Son Excellence Choguel Kokala Maïga, Oui. dès son retour de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, Oui. le 25 septembre passé, Oui. il a appelé le peuple malien Oui. de former un seul bloc derrière lui pour conduire à bien cette transition. Vous êtes dans cette optique? Non. 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 Pourquoi? Choguel, à la tribune des Nations Unies, Oui. Choguel a joué ce qu'on appelle au populisme. Au populisme. Au populisme. Il sait ce qui plaît. Il est parti dire ce que la plupart des Maliens ont envie de dire à la France et aux puissances étrangères du fait de l'énervement, du fait du désespoir. Mais est-ce que ce qu'il a dit n'est pas une réalité? Ce n'est pas que c'est une réalité ou pas, ce n'est pas ça. On cherche à sortir d'une crise. Oui. Ce même Choguel qui a dit aux Maliens, qui a demandé aux Maliens de s'unir, est-ce que lui, il a accepté de s'unir à l'époque? Non. Choguel, c'est un beau parleur. Choguel ne peut pas sortir le Mali de là où il est. Son incapacité a été prouvée. Il était dans ce même gouvernement. Choguel a participé à ce gouvernement. Il a même été porte-parole de ce gouvernement. Oui. Il aurait dû dire à l'époque, bon écoutez, tel que je suis en train de voir, mais moi je dois quitter. Qui ne correspond pas à mes aspirations, qui ne correspond pas à mon idéologie, qui ne correspond pas à ma façon de voir ou à ma façon de comprendre. Mais donc, ce qu'il a dit à la tribune de l'ONU, vous qualifiez ça de populisme? C'est du avoir populisme. dit non? C'est du populisme. En politique. C'est une stratégie. Pour faire quoi? Politique. Stratégie pour faire quoi? Pour peut-être prolonger la transition. Bon. Stratégie pour prolonger la transition, c'est une mauvaise stratégie parce que les Maliens l'ont déjà compris. Les Maliens ont déjà compris Choguel. Choguel ne serait jamais où il est par des élections. Il le sait. On ne peut pas tromper les Maliens avec des discours pour pouvoir prolonger pourquoi prolonger une transition? Pourquoi? Bon, nous allons, dans les prochaines émissions, faire le débat sur le prolongement de la transition, pour ou contre. Vous serez invité, n'est-ce pas, pour débattre sur ce thème aussi. Est-ce que, nécessairement, on doit prolonger la transition? D'accord. Donc, on va arriver à ça. Alors, l'honorable, vous personnellement, quelle était votre touche que vous avez apportée dans le centre du Mali pour lutter contre ces dépravations violentes? D'abord, personnellement, à titre personnel, quels sont les actes que vous avez posés? J'ai travaillé à Bandiagara, à Koro, à Bankas pendant près de 3 ans pour
des enfants et pour un projet qui lutte contre la violence. Et tous les enfants susceptibles de tomber dans la violence, de tomber dans le banditisme ou de tomber dans tout ce que la société bannit, j'ai participé personnellement, à titre personnel, à leur formation et à leur octroyer des emplois. On les a insérés dans des filières dites porteuses. Certains étaient des tailleurs, certains étaient des mécanos. C'est important, c'est important. Certains étaient des tailleurs, certains étaient des mécanos. Certains, on les a formés dans la restauration. Et après une formation de 8-10 mois et qui a débouché sur un emploi. Sur un emploi. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont indépendants. Beaucoup d'entre eux sont indépendants. Donc, c'est ce que vous avez fait, c'est tout, ou bien il y a encore d'autres choses? Bon, il y a plein de choses qu'on fait dans les villages, avec la famille, avec des parents, avec des connaissances. Et dans le cadre d'appuyer des gens, comme des trucs de petits projets, ce que la PEJ est en train d'encourager aujourd'hui, ce que la PEJ est en train de faire, nous l'avons déjà fait dans des cadres, dans d'autres cadres. Merci, honorable, merci pour votre participation, votre apport dans la lutte contre l'insécurité qui gangrène dans le centre du Mali. Honorable, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Vous avez donné la responsabilité à l'État. Vous avez dit que l'État doit prendre sa responsabilité face à ces groupes djihadistes et sécuriser, n'est-ce pas, la population malienne. Et là où les écoles sont fermées, il faut que l'État déploie les forces armées pour garantir, n'est-ce pas, la sécurité des élèves, de la population et des enseignants. Et votre dernier mot, s'il vous plaît, l'honorable, à la population malienne et particulièrement à la population du centre du Mali. À la population du centre du Mali, à la population du centre du Mali, j'invite toute la population à beaucoup plus de discernement, à ne pas confondre, à comprendre d'abord que notre sort est entre nos mains, à nous-mêmes. Aucun peuple ne va sauver un autre. Notre responsabilité est grande. Et nous devrons l'assumer. Et nous devrons répondre face à nos actes que nous posons aujourd'hui. Nous devrons répondre devant l'histoire. Nous ne pouvons pas croiser les bras et attendre qu'un autre peuple vienne sauver un peuple. Et nous devrons, j'invite toute la population du centre, à beaucoup plus de compréhension, à beaucoup plus d'intelligence, pour que nous ne fassions pas le jeu de ceux qui veulent que le Mali ne soit jamais stable. Voilà quelques mots que je dois dire à la population, que je m'adresse à la population. Merci. Aucun peuple ne va sauver un autre peuple. C'est sur ce mot que nous mettons fin à votre émission Le Talk. Restez avec nous. Les informations continuent sur notre page Badiagana 24. Bonsoir. Bonsoir. Merci.